Bonjour tout le monde. Merci Sylvain, merci de l'introduction. Certains d'entre vous peut-être me connaissent pour les commentaires que je fais souvent dans les médias au sujet de la sécurité nationale, ma spécialité contre-espionnage antiterroriste. Donc, j'arrive ici comme une bête un peu spéciale. Pas exactement comme spécialiste de la technologie comme j'ai eu l'honneur et le plaisir d'entendre ces derniers temps à la conférence, mais un peu comme celui qui des fois joue le rôle de chien de garde pour son pays, mais qui va jouer le rôle du loup aussi pour son pays. Et dans cette perspective-là, on est capable de pouvoir être en mesure de voir un peu plus les différents types de menaces auxquelles vous êtes confrontés. La technologie est avec nous depuis déjà quelques décennies, mais on est encore à ses premiers balbutiements. Et contrairement à simplement voir la technologie comme une nouvelle forme d'espionnage, c'est en fin de compte juste un nouvel outil supplémentaire. Mais à la base, l'espionnage reste encore la même chose. Je vais vous parler beaucoup d'espionnage aujourd'hui. Je vais sauter sur la question terroriste, on pourra en reparler une autre fois. Mais je vais vous parler surtout de la question de l'espionnage parce que, justement, l'espionnage, c'est quand même quelque chose qui nous coûte énormément. En 1995, j'étais le chef du bureau Asie-Pacifique pour le Service canadien de renseignement de sécurité. Alors, avec mon unité, nous, on opérait de l'Afghanistan jusqu'à la Corée du Nord. Un méchant terrain de jeu. On s'est aperçu, entre autres, qu'au lendemain de 1990, qu'est-ce qui s'est passé en 1990? La chute du mur de Berlin, quelques années avant, mais c'est la chute du bloc soviétique, ni plus ni moins, qui s'ensuit avec le mur de Berlin. Donc, la fin de la fameuse guerre froide. Mais alors que tout le monde croyait qu'avec la guerre froide, les choses allaient se calmer, en réalité, c'est pas ça exactement qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est qu'avec la fin de la guerre froide, on est passé d'une confrontation militaire à une confrontation économique. Et là, il n'y avait plus de camp, pour ainsi dire, il n'y avait plus d'amis. Et en n'ayant plus d'amis, c'est à chacun pour soi. Les pays à caractère offensif ont immédiatement commencé à agir dans cette perspective-là parce qu'ils ont compris immédiatement que la sécurité nationale et l'économie nationale allaient de pair. Et on se devait de travailler beaucoup plus en perspective de vouloir... Désolé. Dans perspective de pouvoir protéger un peu plus notre sécurité nationale en allant acquérir des parts de marché, en allant acquérir des gros contrats, etc. Donc, je m'aperçois, moi, comme je suis le chef du bureau Asie-Pacifique, qu'on a particulièrement énormément d'espionnage en provenance de l'Asie. Alors, je demande à un de mes analystes de faire une vérification, chiffre à l'appui, parce qu'évidemment, les dirigeants du gouvernement ont besoin des preuves tangibles pour prendre des décisions. Alors, je leur demande d'aller faire une vérification. Allez me définir, chiffre à l'appui, combien d'argent on perd annuellement au Canada en matière d'espionnage à caractère économique au Canada. Donc, en 1995, on va estimer qu'on perd en moyenne 10 à 12 milliards de dollars par année. Bon, 10 à 12 milliards de dollars, c'est quand même un chiffre important, mais ça veut dire quoi? Par rapport à quoi? Par rapport au reste de nos amis, ça veut dire quoi? Alors, on s'est comparé évidemment à notre voisin du Sud, qui est juste à côté de nous, et puis on lui demande combien aux États-Unis on perd à ce moment-là. Et à ce moment-là, on est capable de vérifier par nos amis du FBI qu'eux autres estiment perdre en moyenne à peu près 25 milliards de dollars par année. Donc, 2 fois plus que nous autres. Mais attention, il y a une relativité ici à apporter. Ils sont 10 fois plus gros que nous autres. Donc, en réalité, au Canada, on perd 5 fois plus qu'aux États-Unis par capita. Alors, la prochaine question qui doit suivre immédiatement par la suite, c'est de savoir, mais pourquoi? Pourquoi au Canada, on perd 5 fois plus qu'aux États-Unis? Et là, on commence à regarder nos caractéristiques, notre profil à nous. On ne fait pas de profilage chez nous autres. Donc, on commence à regarder notre profil. Le Canada est une société basée sur le savoir. On est l'un des pays au monde qui a, par capita, le plus d'enseignement supérieur ou d'instituts d'enseignement supérieur.
Donc, on est à la fine pointe de la technologie dans plusieurs domaines. Et d'ailleurs, en investissement en R&D, en recherche et développement, on se classe plus haut que, par capita toujours, que l'ensemble de la communauté européenne combinée ensemble. Alors, on investit énormément dans la recherche et le développement. À cela, on doit s'ajouter aussi que l'on a beaucoup à offrir au niveau des ressources naturelles. Ressources naturelles qui sont convoitées par plusieurs pays, dont la Chine en particulier, qui cherche à venir chercher et à obtenir ces ressources naturelles-là. En plus, on est aussi situé stratégiquement. Quels sont nos deux voisins principaux? La Russie et les États-Unis. Le chemin le plus court entre Washington et Moscou, c'est par-dessus le Canada. Mais si ce n'est pas terminé, si ce n'est pas suffisant, on a nos propres secrets à nous que l'on doit protéger, mais on est assis aussi à toutes les grandes tables, que ce soit le G8, le G20, l'OTAN, le NORAD, nommez-les. On a les secrets aussi de nos amis, dont entre autres le fameux Five Eyes, les 5 yeux, le Five Eyes, les 5 pays anglo-saxons qui partagent étroitement des informations et qui est peut-être un petit peu en ce moment ébranlé par la situation et la tension qui est créée avec Huawei, parce que les États-Unis ont mis un full stop sur l'achat et la collaboration avec Huawei, alors que la Nouvelle-Zélande, l'Australie ont suivi. L'Angleterre a dit, bon, on va y aller au cas par cas, puis au Canada, on n'a pas encore pris notre décision. Surtout que le gouvernement antérieur de M. Harper, qui se disait pour l'ordre et la droiture, a signé des contrats très importants avec Huawei. Et 5 de ses anciens ministres du cabinet sont maintenant à l'emploi de grosses compagnies gouvernementales chinoises. On peut se poser des questions sur qui couchait avec qui. Et ça nous place dans des positions très, très, très inconfortables à l'heure actuelle. Et tout le monde a vu aussi dans les nouvelles la situation avec la CFO, le Chief Financial Officer de Huawei, qui a été arrêté à la demande des États-Unis. Je ne sais pas quel brillant qui a eu cette idée-là, mais en tout cas, ça nous place aujourd'hui dans une tension assez extraordinaire entre la Chine et le Canada. Mais là, on est en 1995. On va de l'avant et on pose la question, mais aujourd'hui, combien on peut perdre à cet effet? On estime aujourd'hui qu'à l'heure actuelle, on perd en moyenne entre 100 à 120 milliards, 100 à 120 milliards de dollars par année. Et comment on en est venu à ce chiffre? Ce n'est pas à cause qu'on a fait des études ici au Canada, mais plutôt parce qu'on se base sur les études faites par les États-Unis. Le directeur du FBI, il y a quelques années passées, a fait une présentation devant le comité du Sénat sur la sécurité et le renseignement. Et lui, le directeur du FBI, estimait qu'on perdait en moyenne, il perdait les États-Unis, 250 milliards de dollars en 2015. Alors, de 1995 à 2015, on a multiplié par 10. On devrait pouvoir extrapoler et croire qu'ici au Canada, on a probablement suivi la même tendance et on est rendu maintenant peut-être à 100 à 120 milliards de dollars. Quand est-ce la dernière fois que vous avez entendu parler par le gouvernement ou dans les médias d'espionnage? On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et ça, c'est probablement, comme en cybersécurité, l'un des plus gros problèmes auxquels on est confronté à l'heure actuelle. On ne sensibilise pas suffisamment notre population. On ne sensibilise pas suffisamment les spécialistes que vous êtes, qui ont la capacité, qui ont des outils maintenant de pouvoir sensibiliser au bout de la ligne les gens. Et ça, c'est un des gros problèmes auxquels on est confronté. Et ça, c'est tous les gouvernements confondus, toutes couleurs confondues des années, plusieurs décennies passées. À titre d'exemple, on a, à l'Angleterre, chaque année, l'équivalent des services de renseignement, c'est le MI6 ou MI5, ou MI5, MI6, le fameux James Bond, là, MI6, et qui, chaque année, organise une conférence annuelle où ils invitent tous les leaders de l'industrie à venir écouter une conférence où ils expliquent ce qu'ils ont découvert comme nouvelles menaces. Ils prennent le temps d'aller sensibiliser leur population. Et moi, je déplore énormément qu'à l'heure actuelle, on n'ait pas ce genre d'initiative ou de réflexe ici. Comme on nous le disait il y a un instant,
Au Canada, malheureusement, on croit que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ouais, mais on est naïf sur le bord d'être stupide. Puis on se fait fourrer, puis on n'a pas le plaisir qui vient avec. Ça, c'est pas comique. Ça, c'est pas comique. Et ça, quelque part, il faut commencer à se réveiller puis prendre conscience un petit peu plus de ce qui se passe. Dans cette perspective-là, je vous donne un exemple de 5 types d'agents de menace qui existent à l'heure actuelle. 5 types que l'on peut regrouper, et j'exclus à l'heure actuelle l'élément environnemental ou technique, mais je vais vous parler d'agents humains, de type d'agents humains. Premier type d'agent de menace, l'État. Les États qui entraînent des espions et qui envoient des espions ici pour venir nous espionner. On estime à l'heure actuelle que dans les pays du G8 et du G7, on a sur le territoire canadien probablement un pourcentage d'activité d'espionnage plus haut que n'importe quel de nos pays associés. Quand est-ce la dernière fois que vous avez entendu parler d'espionnage? Oui, parce que c'était à ma rencontre. C'est assez incroyable. Et c'est très élaboré et c'est très sophistiqué. Et quand je vous parle de pays qui pratiquent l'espionnage, bon, quels sont les premiers pays qui vous viennent à l'esprit? La Chine? Pardon? Laquelle? La Russie? J'ai entendu la France? Les États-Unis. Ben pourquoi vous parlez des États-Unis? Ils sont nos alliés. Hein? L'Inde? Effectivement. Comme je le disais d'entrée de jeu un peu plus tôt, on n'a plus d'amis. C'est à chacun pour soi, c'est au plus fort la poche. Lorsque, au milieu des années 90, le Service de renseignement canadien se battait pour garder ses budgets qui ont été tronqués de la moitié, de 50 %, qui ont perdu 50 % de ses effectifs, et même que certains députés d'une certaine couleur idéologique orange prêchaient d'aller complètement abolir le Service de renseignement canadien parce qu'on n'avait plus besoin de ces James Bond-là. Les services qui avaient des capacités offensives, que ce soit le KGB qui était devenu le SVR pour les Russes, ou que ce soit les Chinois, ou que ce soit les Français, ou que ce soit la CIA, etc., eux autres, ils triplaient leur budget de manière offensive. Encore une fois, chez nous, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Et à quelque part, on en paye aujourd'hui le prix. Parce que notre compétitivité a pris du plomb dans l'aile. Et ils ont des capacités assez importantes. À la fin des années 90, lorsque j'étais encore au SCRS, un des derniers dossiers asiatiques sur lequel j'ai travaillé, c'était une compagnie à Ottawa, dans l'informatique, qui s'est fait voler, dans la téléphonie plus précisément, qui s'est fait voler un gadget par un de ses employés. Un employé d'origine vietnamienne. C'est important dans l'histoire. Le bonhomme a pris le gadget en question, il est allé au Vietnam, il l'a vendu pour 50 000 $ au gouvernement vietnamien. À l'intérieur d'1 mois, le gouvernement vietnamien a pu faire du reverse engineering, donc de l'ingénierie renversée, et a pu mettre sur le marché le produit en question, évidemment, à un prix dérisoire. La compagnie canadienne ne pouvait plus compétitionner contre ce produit-là, qui était son produit. La compagnie canadienne a estimé avoir perdu entre 40 à 45 millions de dollars en recherche et développement, 10 ans de recherche et en part de marché entre 200 millions à 1 milliard de dollars. Un gadget, un dossier, un cas de vol seulement. Entre 200 millions à 1 milliard de dollars US. Le bonhomme a été arrêté. Le bonhomme a été arrêté parce que sa blonde s'était choquée contre lui, puis il avait mis toutes les informations dans une enveloppe, a déposé ça à la sécurité, a sauté dans le taxi, puis est parti. Donc, note to self, les garçons, don't piss off the girlfriend. Ils sont méchants des fois, puis ils sont méchants dans pas pour rire. Le bonhomme a été arrêté, a été en cours, il a obtenu 25 000 $ d'amende. Pardon, je m'excuse. 25 000 $ d'amende et 6 mois de sentence suspendue. Absolument ridicule. Ridicule. Aujourd'hui, en 2001, il y a eu une refonte de la loi de l'accès à l'information, la loi sur les secrets officiels, et maintenant on a la loi sur la protection de l'information. Et
en matière d'espionnage, il y a 2 petits articles de loi seulement qui parlent là-dessus, l'article 19 et l'article 20, qui disent, grosso modo, « Faites pas ça, c'est pas beau. Puis si vous faites ça, ben, on ne sera pas content. » Pendant ce temps-là, vous avez des places comme aux États-Unis qui vont se doter en 1996 d'une loi complète qui s'appelle The Economic Espionage Act. On peut-tu être plus clair? Hein? La loi sur l'espionnage économique. Et à peu près, il y a 1 à 5 dossiers par mois aux États-Unis qui sont amenés devant les tribunaux pour des questions d'espionnage régulièrement. On en entend parler des gens qui se font arrêter régulièrement pour espionnage à caractère économique, etc. Donc, si on veut se doter les moyens, si on veut être compétitif, on doit se doter des moyens pour être compétitif. Deuxième agent de menace, compagnie contre compagnie. Il ne faut pas sous-estimer à quel point certaines compagnies sont engagées effectivement dans l'espionnage industriel. À titre d'exemple, Siemens, compagnie allemande très, très connue, l'une des plus grosses compagnies au monde, a été trouvée il y a quelques années passées avec un fonds secret au Luxembourg. Et dans ce fonds secret-là, ils avaient 2,4 milliards d'euros pour faire ce type d'activité. Donner une échelle de grandeur, 2,4 milliards d'euros, c'est plus gros que le budget de la Défense nationale canadienne. Et ça, c'est une compagnie privée. Et là, je pourrais vous parler de Samsung, je pourrais vous parler d'un tas d'autres compagnies, dont, entre autres, beaucoup de compagnies suédoises qui sont impliquées dans le domaine de l'espionnage aussi. Donc, beaucoup de compagnies sont impliquées à faire du vol. Et ça se passe chez nous aussi. Qui a entendu parler du conflit entre Air Canada et Air Transat? Oui. Via Rail et Canadien National? Canadien Pacifique et Canadien National, pardon. Du vol d'informations des employés qui quittent pour aller travailler ailleurs, ça arrive fréquemment. Et il y a aussi les activités qui sont juste sur la ligne. Il y a un dossier sur lequel j'ai travaillé qui est une compagnie taïwanaise qui a décidé de profiler une compagnie américaine qui était son principal compétiteur. La compagnie taïwanaise a identifié 5 ingénieurs ou scientifiques qui étaient particulièrement importants dans la recherche et le développement de leur technologie. Et là, ils ont demandé à avoir une fiche complète sur chaque. Leur famille, les enfants, les épouses ou les maris, ce qu'ils n'aiment pas, d'où ils viennent, etc. Les restaurants même auxquels ils aimaient aller manger, etc. Tout. Une fois qu'ils ont eu toutes ces informations-là, ils ont décidé d'approcher les 5 scientifiques en question, puis de leur faire un pitch. Vous savez, lorsqu'une compagnie, des fois, veut aller poacher quelqu'un, braconner chez une autre compagnie, on va leur dire que c'est viens travailler chez nous, puis je vais te donner 10 de plus de ton salaire. Ou encore, quand on est vraiment sérieux, je vais te donner 15 ou 20 Eux autres, ils n'ont pas niaisé avec le POC. On te donne 100 plus que qu'est-ce que tu gagnes à l'heure actuelle. Tu viens de doubler comme ça ton salaire. En plus, on te transfère chez nous, on te déménage à nos frais, on paye l'école pour tes enfants, on continue. Sur 5, il y en a 3 qui ont pris la job. Qu'est-ce qui est arrivé d'un seul coup? Non seulement ils viennent de prendre toutes les informations que ces scientifiques-là avaient dans la tête et qu'ils viennent de déménager ça chez eux d'un seul coup, mais ils viennent de casser le dos de la recherche et développement de leur compétition. La compagnie en question, américaine, a fait faillite, éventuellement. S'est laissé déclasser, n'a pas pu compétitionner comme il se voulait. Il y a des compagnies qui vont aller chercher des stratégies encore plus sophistiquées ou plus élaborées. On a une compagnie brésilienne qui est dans le domaine de l'aviation et qui voulait attirer l'attention et savoir qu'est-ce qui se passait ici au Canada avec une certaine compagnie qui ne sera pas mentionnée dans l'histoire, canadienne en question.
Et à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer une petite annonce dans les journaux locaux ici à Montréal demandant des ingénieurs. Mais on voulait des ingénieurs juniors, on ne voulait pas des ingénieurs seniors. Et on a pris contact, il y a des gens qui ont appliqué. Et qui peut dire que ce n'est pas une bonne affaire ou on peut empêcher une jeune personne qui commence sa carrière de vouloir améliorer son sort? Tout à fait normal. Tout à fait normal. Et puis, de toute façon, la génération que l'on a à l'heure actuelle sont excessivement mobiles. Donc, ils n'ont pas de difficulté à se promener d'une compagnie à une autre. Donc, un agent de recrutement prend contact avec eux autres, il leur donne rendez-vous pour une certaine date. Pour venir, l'agent va venir ici au Canada, va venir les interviewer et puis on va procéder à l'évaluation de leur dossier. Une semaine et demie, 2 semaines avant que l'évaluation devait avoir lieu, le recruteur brésilien téléphone et leur dit « Écoutez, on a un problème majeur, notre intervieweur ne peut pas monter vous rencontrer. Accepteriez-vous si on vous envoie un billet d'avion pour venir au Brésil et vous pourrez, toutes dépenses payées, venir passer l'interview ici au Brésil? Et pour vous dédommager du fait qu'on fait ça à la dernière minute, on va vous envoyer un 2e billet. Alors, si vous avez une compagne ou un compagnon, vous pouvez l'amener avec vous. Le jeune ingénieur de 25 ans qui a la chance d'amener sa blonde au Brésil sur le bras de quelqu'un d'autre. Shawing! Ah oui, j'y vais, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas un problème, j'y vais. Il y a, et on a perdu malheureusement notre psychologue, qui aurait pu nous parler qu'il y a un phénomène chez l'être humain. Lorsqu'on vous fait une grosse faveur, vous vous sentez obligé de retourner la faveur. Alors, vous êtes déjà prédisposé parce que quelqu'un vous a déjà fait un beau cadeau. Alors, la fin de semaine arrive, ils arrivent, vont faire leur interview. Quelle est l'une des premières questions ou l'une des questions essentielles que l'on va passer durant une interview? Parlez-moi d'un projet sur lequel vous avez travaillé et vous avez senti que vous aviez fait une belle contribution puis ça a bien été. On parle à des ingénieurs juniors, là. Ils n'ont pas 20 ans de dossiers dans leur portfolio sur lesquels ils vont parler. Donc, de quoi vont-ils parler? Ce sur quoi ils travaillent à l'heure actuelle. Question qui suit dans une interview, parlez-moi d'un problème que vous avez vécu et auquel vous avez contribué pour résoudre ce problème-là. Même logique. On ne va pas parler de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans passés. On va parler de ce sur quoi on travaille. Ils ont interviewé 5 personnes de cette manière-là. Ça leur a coûté un maximum, on estime, de pas plus que 50 000 $ pour faire venir tout ce beau monde-là, etc. Avec 5 personnes, ils avaient l'état exact du projet qui se déroulait ici à Montréal à ce moment-là. C'est ingénieux. Hein? Et personne n'a été engagé au Brésil. Ils ont juste eu la chance d'aller passer une belle fin de semaine et de boire du pina colada. Un petit peu. Ça, c'est pour les compagnies. Oui, monsieur. C'est qu'à un moment donné, il y a évidemment, les jeunes viennent te dire « Hey, je suis allé passer la fin de semaine au Brésil, je suis allé pour une interview, etc. » L'information est arrivée aux oreilles du superviseur. Le superviseur en a vite parlé à la sécurité. La sécurité a tenté de retrouver tout ça, puis vite, on s'est aperçu de ça. Et un point, c'est tout. D'ailleurs, dans cet ordre d'idées-là, cette même compagnie-là a fait une vérification. À un moment donné, j'ai lancé la question, parce que je travaillais avec eux autres comme consultant, et je leur ai lancé la question. J'ai dit, avez-vous déjà vérifié combien de courriels, parce que c'est votre système, vous avez le droit de vérifier le trafic des courriels, allaient en moyenne chez la compétition. Je ne parle pas des visites des sites web, là. Je parle des courriels qui partent de votre business, de votre shop, puis qui partent et qui s'en vont chez de la compétition. Alors, une compagnie à Montréal qui a en moyenne une quinzaine de mille de personnes qui travaillent pour eux autres
avait en moyenne par mois 5000 courriels qui partaient à la compétition. Qu'est-ce que ça passe? Je ne sais pas. Hein? Donc, les compagnies contre les compagnies, il ne faut pas négliger ça. Le crime organisé, bien, écoutez, je pense que vous le savez très, très bien vous-même, que ce soit du ransomware ou toutes sortes d'organisations criminelles qui vont faire intentionnellement des attaques parce qu'ils ont compris que l'information, ça rapporte des sous. Alors, je ne passerai pas énormément de temps là-dessus. Vous le connaissez très, très bien, j'en suis certain. Les hackers, les activistes, devrais-je dire. Les activistes sont peut-être un peu en baisse. On a beaucoup entendu parler des Anonymous de ce monde pendant une certaine période de temps. On entend un peu moins parler. Je veux quand même en parler parce que même si on a moins d'activités à l'heure actuelle, et j'ai un autre slide qui va suivre un peu plus tard qui nous parle un peu de jusqu'à quel point ça descend, mais qu'est-ce qui est intéressant, et je pense que ce matin, nos collègues en parlaient justement, je pense en a parlé, il y a habituellement le profil d'un pirate, c'est fait de manière assez aléatoire, particulièrement lorsqu'on commence à utiliser des robots qui font des appels et qui font des tentatives. Et c'est ça le problème auquel on est confronté, c'est que toute compagnie devrait aujourd'hui se considérer une cible potentielle. C'est pas parce que vous croyez que vous n'êtes pas intéressant que vous ne serez pas l'intérêt de quelqu'un. Et à ce moment-là, effectivement, il faut faire très, très attention parce que les activistes, eux autres, contrairement aux autres pirates qui sont peut-être un peu plus généralistes, si vous me permettez l'expression, et les activistes, eux autres, sont très ciblés. Ils vont choisir une compagnie parce que cette compagnie-là, elle représente X pour eux autres. Ce n'est pas nécessairement des gens qui vont vouloir voler ou frauder la compagnie. Ce qu'ils veulent surtout, c'est d'embarrasser la compagnie. Parce qu'au bout de la ligne, le dommage que ça va causer à la compagnie est peut-être tout aussi équivalent que si vous êtes fait voler. Donc, à quelque part, c'est important de bien comprendre ce que vous représentez pour des gens. Et là, j'ouvre une parenthèse pour reparler peut-être un peu plus de l'importance de faire des évaluations de la menace. Steve en a parlé ce matin, l'évaluation de la menace dès le début, c'est super, super important. D'avoir le fameux threat to, threat from, ce que vous devez protéger, mais surtout de connaître la provenance de la menace, ça aussi. Et ça, c'est le gros problème auquel on est souvent confronté. Vous avez beaucoup de gens qui sont capables de vous dire, je veux dire, des consultants ou des gens spécialisés en sécurité qui ont de l'expérience, peut-être un petit peu d'activité intellectuelle aussi en même temps, ça aide, puis du gros bon sens, puis qui vont être capables de vous dire, regardez, ça, vous devez protéger ça. Ça, on est à peu près 90 sont capables de vous donner une job qui est potable. Le problème, c'est que 90 de ces gens-là ne sont pas capables de vous donner l'autre élément qui est la provenance de la menace. Il faut être capable de pouvoir superposer ces deux éléments-là. Et là où vous avez des éléments qui se touchent, c'est là qu'éventuellement vous avez une vraie évaluation de vos vulnérabilités. Et là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre budget beaucoup plus efficacement que si vous alliez simplement aller avec ce qu'on appelle communément le shotgun approach, l'approche du shotgun là, où on tire large. Il faut essayer d'être beaucoup plus précis parce que c'est ça auquel on est confronté. Dans une certaine mesure, vous êtes en informatique, c'est un peu plus facile pour vous autres parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont sensibilisés à la haute direction, aux besoins de protéger l'informatique, etc. Mais de manière générale, la sécurité, c'est perçu comme une dépense. Et dans le monde de la consommation en général, la dépense, c'est un péché. Et il faut éliminer ça. Donc, il faut arriver à avoir un discours qui diffère d'être perçu comme une dépense pour devenir un investissement stratégique où on contribue à la profitabilité de l'entreprise plutôt que de simplement être une source de dépenses. Je procède plus rapidement parce qu'on me fait signe. Cinquième élément, évidemment, c'est la menace à l'intérieur. Et la menace à l'intérieur, elle peut venir de manière malicieuse comme elle peut venir de manière très naïve, si on n'est pas allumé, si on n'est pas réveillé. J'ai travaillé sur un dossier à la Défense nationale où, à un moment donné, et c'était
un exercice fait par du social engineering, donc une attaque qui était tout à fait montée. On aura un officier de l'armée qui rentre lundi matin du travail et qui reçoit un courriel d'un autre collègue de la Défense nationale et qui lui dit « Bonjour Bob, on n'a pas eu la chance de se rencontrer, mais je travaille à telle unité. Désolé pour ta fille, félicitations pour ta fille qui a gagné au soccer en fin de semaine. Ma fille était dans l'autre équipe. On va se reprendre la prochaine fois. By the way, pourrais-tu m'envoyer le rapport stratégique? Ta, 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 ta. » Là, il allume. Il dit « Wow, on n'est pas supposé d'envoyer ça par l'Internet. » Il va voir son officier supérieur. Son officier supérieur lui dit « Non, non, t'envoies pas ça. Qui a demandé ça? » Et là, ils ont commencé à rechercher un petit peu plus loin. Et ils se sont aperçus, effectivement, que l'adresse en question était une fausse adresse qui était en provenance de la Chine, plus précisément. Mais là, la question qui se posait dès le départ, c'était « Mais comment il a su pour la game de soccer, lui? » Facebook. Facebook. Le monsieur avait posé des questions. Mais la prochaine question aussi, par la suite, qu'on allait poser, c'est comment il a su d'aller envoyer un courriel à ce bonhomme-là? Deux choses importantes qui sont capables de la Chine de voir. Un, les adresses de la Défense nationale sont toutes sur le même format. Donc, si tu as le nom d'une personne, tu es capable d'avoir le reste de la Défense nationale. Et deux, LinkedIn. Il est allé sur LinkedIn, tu es allé regarder le profil du bonhomme sur LinkedIn, il indiquait à quel endroit il travaillait exactement, fait qu'il savait que s'il allait essayer quelque chose là, peut-être qu'il serait capable d'avoir un rapport quelconque en question. Et by the way, si vous regardez les profils LinkedIn de vos employés, plus il est long, plus il est détaillé, plus ils sont à la recherche d'un autre emploi. Alors, ça peut être un indicateur intéressant. Mais un autre exemple d'une attaque tout à fait montée, tout à fait efficace. Et ça, à ce moment-là, on pouvait voir que ça a été contré grâce à une personne qui était allumée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, nos études au SCRS ont démontré que dans 85 à 90 de tous les dossiers d'espionnage où il y a eu des fuites d'informations, ça a été fait par des gens à qui on avait donné un accès légitime à l'information. Donc, soit qu'ils l'ont fait de manière malicieuse ou soit qu'ils l'ont fait de manière naïve. Un test a été fait récemment, il y a quelques années, au la justice fédérale. Les avocats. Il y a à peu près 7000 avocats au ministère de la Justice. Ils ont envoyé un document, c'était tout à fait contrôlé et intentionnel. Ils ont envoyé un courriel à tout le monde avec un document à ouvrir. Et dans le document, bien là, il y avait un message qui apparaissait, vous êtes fait attraper, etc. Bien, sur 7000, ils voulaient voir combien de personnes ils allaient attraper. On parle des avocats, là. On parle des gens quand même qui sont supposés avoir des réflexes. Là. Ils en ont pogné plus de 5000 sur 5000. J'aimerais pas être le sous-ministre qui reçoit cette information-là à quelque part. Et vous savez, le recrutement, nous autres, c'est pas très, très difficile. Dans mon domaine, on a un petit acronyme qui s'appelle AISE, A-I-S-E, pour Argent, Idéologie, Sexe et Ego. Et je peux vous garantir qu'avec n'importe quel de ces 4 boutons-là, je peux recruter n'importe qui, le pape compris s'il le faut. C'est juste une question de temps, puis de trouver le bon bouton, puis de passer dessus, puis ça va marcher. Ça a marché pour moi dans mon passé, j'en ai fait une carrière. Alors, à quelque part, il faut faire très attention. Il y a ce que l'on appelle aussi des agents d'influence que l'on retrouve à l'intérieur des organisations. Nortel en a été victime. À l'époque, encore une fois, où j'étais le chef de l'Asie-Pacifique, on s'est aperçu que des gens d'une certaine entreprise qui est dans les médias à l'heure actuelle, travaillaient en collaboration avec Nortel et littéralement étaient en train de tout saper les informations et la technologie qu'ils avaient à l'heure actuelle. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont devenus l'un des plus grands au monde grâce à la technologie de Nortel en particulier. On est allé voir la haute section de Nortel. On les a informés. Et moi, je vais aller dans ma tombe en ayant la confiance et la certitude encore aujourd'hui qu'il y avait probablement un agent d'influence sur le comité de la direction de Nortel parce qu'on a complètement balayé du revers de la main, comme l'autre compagnie qui fait des nagnons,
je ne l'ai pas dit, ont complètement balayé du revers de la main des avertissements que l'on a donnés de cette manière-là et qui se sont fait avoir complètement. Alors, c'est très important à l'heure actuelle. Et il y a deux choses là-dessus que moi je retiens comme information et comme conclusion que je vais partager avec vous avant de terminer. C'est grosso modo, ce n'est pas en ayant nécessairement, et là je semble prêcher contre votre travail, mais ce n'est pas simplement qu'avec la technologie des firewalls qu'on va arriver à bloquer ces activités d'espionnage. Ce n'est pas avec plus de bonhommes qui serrent des poignées de main avec des poignées de porte à minuit. Ce n'est pas plus avec des barreaux dans les fenêtres. C'est vraiment avec un changement au niveau de la culture des affaires. Il faut participer et vous devez de contribuer dans vos positions actuelles comme étant des agents de changement au niveau de la culture des affaires. Et pour ce faire, c'est l'autre élément, il faut éduquer. Éduquer la haute gestion, éduquer vos employés, vos partenaires et sensibiliser de plus en plus. À partir du moment où vous avez perdu votre information, il n'y a pas un avocat sur Terre, il n'y a pas une agence de renseignement, il n'y a pas un corps policier qui va être capable d'aller récupérer l'information que vous avez perdue. Vous devez de sensibiliser constamment. Et pour ceux et celles qui sont déjà parents, vous savez qu'avec des enfants, il faut répéter tout le temps. Bien, avec des employés, il faut répéter tout le temps. Puis encore plus avec la haute gestion. D'ailleurs, à cet effet, je termine là-dessus, il y a quelques années passées, j'ai contribué comme spécialiste sur une équipe de recherche de chez TELUS qui ont interviewé 600 compagnies canadiennes afin de déterminer à quel niveau arrivaient le plus fréquemment des bris de sécurité dans le protocole de sécurité de la compagnie ou sur les engins mobiles, sur l'équipement mobile. Et on a trouvé que de très loin, c'était au niveau exécutif. Merci tout le monde.